C'est normal qu'après les résultats et que les résultats ne sont pas probants, ne sont pas positifs, c'est normal qu'on se sente mal, c'est normal qu'on soit déçu. Parce qu'au regard des investissements qu'on a fait toute l'année, au regard des sacrifices qu'on a consentis, si ça ne porte pas ses fruits, c'est décevant, c'est décourageant. Ces moments de déception, ces moments de découragement doivent nous servir, prendre un nouvel élan. Quand vous échouez, il y a les pensées qui viennent, on parle de pensées intrusives. On rumine les phases, les moments difficiles de l'année. On rumine, on a des pensées. Ah, tel camarade est admis, tel frère, tel cousin est admis, c'est moi qui ne suis pas admis. Qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? Ces pensées-là, c'est vrai, ça va venir. Les émotions négatives, ça va venir. Les émotions qui sont chargées vraiment et qui, je vais dire, effritent notre choix de vivre, c'est toujours là. La question n'est pas de les éviter. Si vous voulez prospérer, adoptez la philosophie de l'eau. Essayez de vous adapter. S'adapter, c'est quoi? S'adapter, c'est de changer de perception par rapport au message que la vie nous envoie. La vie vous a envoyé cet échec, mais il faut voir cet échec comme une autre occasion de rebondir. La vie n'est pas une course. La vie est une endurance. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité de vous perfectionner pour pouvoir vraiment, peut-être demain, dépasser ceux que vous voyez qui sont devant vous actuellement. Donc, la vie est faite d'échecs et de réussites. Donc, si vous avez échoué, la guerre n'est pas terminée. Ce n'est qu'une bataille qui s'est mal tournée, mais la guerre continue. Et c'est quelle guerre? C'est la guerre d'avoir une mentalité forte, une psychologie forte pour pouvoir affronter, pour pouvoir mieux challenger les défis de la vie. Donc, quand vous avez échoué, vous qui avez échoué, sachez que la nature, si vous êtes croyant, Dieu vous réserve de plus grandes surprises, qui va vous rendre plus agréable. Une stratégie qui peut vous aider, c'est de vous départir de vous-même. Par exemple, je m'appelle Jean. Jean qui vit cette situation, Jean va s'asseoir là, mais mentalement, Jean va se détacher de Jean et Jean va se voir pour parler à Jean, pour dire Jean, ce que tu ressens là, tu as besoin de quoi dans cette situation? Tu as déjà échoué. Tu as besoin de quoi? Ce dialogue va vous apaiser. Va vous permettre de gérer l'émotion négative. On ne peut pas éviter l'émotion négative, on ne peut pas contre l'émotion négative, mais on peut mieux gérer positivement l'émotion négative. C'est de cette manière qu'on peut vraiment s'en sortir. Gérer l'émotion négative. L'autre stratégie qui peut nous aider, c'est de faire des activités qui sont plaisantes pour nous. Des activités qui te procurent de la joie, des émotions positives. C'est de faire ces activités-là. De regarder des films, des sketchs, des théâtres drôles qui vont nous faire vivre. Alors, quand on fait ces activités-là, ça va nous aider à vraiment dépasser cette phase-là pour reprendre après de plus beau pour finalement réussir. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Joseph Arissou fait ainsi son entrée dans le rang des docteurs de l'école doctorale des sciences de l'ingénieur de l'université d'Abomey-Calavi, spécialité géotechnique et infrastructure immobilière. En choisissant ce thème axé sur base de données pour l'élaboration d'une cartographie des sols granulaires pour couche de chaussée au Bénin, l'Impétran entend apporter une solution pérenne dans le secteur de l'immobilier et de la construction des routes en ce qui concerne l'inventaire des matériaux adéquats
Pourquoi? Une recherche scientifique qui marque la différence est sanctionnée par la mention très honorable avec félicitations du jury. Il n'est pas un secret pour quelqu'un que aujourd'hui, avec le développement des zones urbaines, les extensions agricoles, la préservation des terrains pour l'environnement et que ces matériaux nobles dont nous avons besoin pour construire les routes deviennent rares. Et pour ça, il faut trouver des solutions et cette solution, nous l'avons proposée, référencer les zones des matériaux, connaître les caractéristiques et puis pour la postérité, pouvoir les faire utiliser. Donc, ça résout le problème des longs délais pour les études de faisabilité. Ça réduit les problèmes de décarbonisation de l'industrie routière et ça réduit le problème de l'aménagement du territoire bénin. Pour la directrice de thèse, l'impétrant a fait preuve d'endurance et d'efficacité dans les recherches. En témoignent les résultats obtenus. Il a très bien excellé, donc il s'est donné, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions tenir à temps. Parce que la soutenance a eu lieu dans le temps, dans les délais requis. Le résultat, c'est une base de données qui a été mise au point et qui permet d'amoindrir donc le coût des études géotechniques routières. Donc ainsi, tous les acteurs du secteur des BTP peuvent contribuer, exploiter la base de données afin de pouvoir rapidement faire des avancées dans les recherches de matériaux à utiliser en voulant construire les routes au Bénin. Au cadre de l'administration publique, actuel directeur des transports terrestres et aériens, Dr Joseph Arissou est un exemple à suivre selon le jury, composé des experts nationaux et internationaux. Pour eux, l'impétrant a montré que tout est possible quand on sait bien s'organiser. Il a su donc allier fonction et études malgré son rang élevé dans l'administration. Une fierté pour sa famille et ses amis. Vous savez, quand il s'agit d'un membre de la famille, d'un père qui soutient son doctorat, et nos impressions ne seront que agréables et nous voyons le défi qui nous attend et nous voyons le travail qui a été fait durant tout le parcours et ça nous inspire davantage, nous qui sommes encore les plus jeunes, à nous mettre au travail et à suivre les pas. Parce qu'on dit il faut faire, il faut dépasser ces géniteurs et je crois que le défi est là et nous allons faire de notre possible pour relever ces défis-là. Et nous sommes tellement contents et fiers de lui et toute la famille Arissou, la famille Sojino, la communauté Ouémé est fière du travail abattu. Aujourd'hui, c'est son jour. Il vient de soutenir brillamment sa thèse. Il rentre dans le corps, le cercle élitique des docteurs. Je lui souhaite une excellente carrière universitaire. Il ne va pas en arrêter là. Je crois que c'est un futur professeur titulaire que vous êtes en train de voir là. Dr Arissou n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet prendre en compte les observations du jury et ce, pour un travail plus amélioré. Garder contact avec son ex n'a rien de mauvais. Parce que, en vrai, à la base, vous étiez des amis. Et donc, du coup, juste à cause de quelques différends de relations, vous n'êtes plus ensemble. Mais c'est pas que la vie s'arrête comme ça. Tu en auras besoin d'elle pour d'autres choses. Parce qu'on dit que dans la vie, on construit des relations aussi pour graver des échelons, genre pour avancer. Donc, je me suis dit que bon voilà, il n'y a aucun problème à garder contact avec son ex. Moi par exemple, mon ex, je suis toujours ami avec elle. On s'écrit très bien, je demande après elle et bon, tout passe. On est juste des amis en fait. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment une bonne idée de garder contact avec son ex. En réalité, parce que le passé, c'est le passé et ce n'est pas vraiment autorisé. Ça dépend de la manière dont les trucs se sont terminés entre la personne en question et vous. Sinon, personnellement, moi, par exemple, mon ex, j'ai gardé le contact avec lui juste parce qu'on s'est compris et on s'était dit que bon, ce n'était plus vraiment compatible entre nous deux. Donc, on a dû arrêter. Mais il y a certaines personnes, ce n'est pas normal
de continuer à garder contact avec son ex. Parce qu'en greffe, le feu de l'amour peut se réveiller et les mêmes erreurs peuvent se reproduire. C'est vrai qu'il y a, après une rupture, on se dit voilà, on n'a plus rien à faire avec ci et ça. Mais il faudrait qu'on fasse une différence entre l'amour et les relations. Les relations, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Les relations font partie de la richesse d'un homme. C'est vrai qu'on a rompu et qu'on n'est plus ensemble, mais je peux avoir besoin de la personne pour d'autres services, pour les services qu'elle offre, pour le travail que cette personne fait. Donc, je ne peux pas décider de dire voilà, c'est mon ex, je ne veux plus rien à faire avec elle, voilà, je la bloque, je ne veux pas, elle m'appelle, je ne décroche pas, non. En fait, il y a des ex, par exemple, qui sont possessives, c'est-à-dire possessives, je vais dire, qui n'aiment pas lâcher prise. Donc, lorsque vous êtes toujours en contact avec cette dernière, cela pourra vous créer peut-être des problèmes dans votre couple ou bien dans votre nouvelle relation. Donc, pour ne pas arriver à ces fins-là, ou pour ne pas assister à des cas d'infidélité, si je peux m'exprimer ainsi, il est préférable pour moi, selon moi, de ne pas garder de relation, mais de contact direct avec son ex. Il peut arriver qu'un jour vous vous rencontrez dans un milieu professionnel, vous êtes obligé de cohabiter, de travailler ensemble. Mais là, il faut aussi mettre des garde-fous pour ne pas retomber dans les choses qui sont passées. Donc, pour ma part, ce n'est pas une bonne idée. Justement, si vous faites la part des choses, vous ne devriez pas normalement continuer d'avoir des contacts hors relation professionnelle avec votre ex. Si vous avez des relations, certes, vous pouvez communiquer. Elle peut vous appeler pour un service. Je dis juste pour un service, pour un truc, pour demander quelque chose. Mais elle ne peut pas vous appeler par contre parce qu'elle ne se sent pas bien, En tout cas, tout ce qui va avec, toutes les autres choses qui vont avec, ça s'arrête là. Mais elle peut vous appeler parce que il y a un souci, elle a un souci dans votre domaine. Par exemple, je suis développeur web, full stack. Elle peut m'appeler parce qu'elle a besoin d'une application. Je vais dire c'est mon ex, je ne vais pas intervenir. Non, moi j'ai besoin d'un marché, donc je prends le marché. Le reste, ce qui concerne relations amoureuses, tout ce qui concerne, ça ne me concerne plus. Il n'y a pas d'amitié entre un ex. Il n'y a pas d'amitié. On peut demander de ses nouvelles, mais pas d'amitié. Le fait d'écrire avec la personne à chaque fois, c'est en quelque sorte, vous ne l'avez pas oublié, vous êtes toujours là à vouloir essayer d'arranger les choses. Mais si c'est vraiment un ex, je ne conseille pas qu'il y ait vraiment un échange assez profond. Jusqu'à parfois, on va jusqu'à dire, on s'écrit tous les jours. Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Le mieux à faire, c'est on y écrit. Peut-être dans un mois, une seule fois. C'est suffisant pour garder contact avec un ex. Mais c'est conseillé de ne pas vraiment prendre contact avec un ex. Je leur conseillerais de rebrousser chemin parce que le chemin qu'ils ont emprunté pourrait, à la longue, leur faire du mal. Si tant est qu'ils aiment la relation dans laquelle ils sont actuellement avec leur conjoint ou leur conjointe, il serait plus préférable de rompre avec l'ex en question. C'est plus simple en fait, il n'y a pas de poids de mesure. Amnesty International dénonce la répression violente des manifestations au Togo. Durant les événements du 26, 27 et 28 juin dernier, l'ONG dit avoir recueilli des témoignages de dizaines de victimes et témoins qui font cas d'homicides illégaux, d'arrestations, de détentions arbitraires, de tortures et de plusieurs enlèvements. Au moins 7 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées et plus de 60 interpellées. Des cas pour lesquels Amnesty appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante et transparente de toute urgence. De plus, l'ONG estime que les autorités togolaises doivent mettre fin au recours inutile et excessif de la force contre les manifestants. Pour rappel, il s'agissait d'un deuxième appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux pour réclamer la démission de Foria Singbe, président du Conseil des ministres depuis l'entrée en vigueur du régime parlementaire.
Dans l'est de la RDC, l'espoir d'une paix durable vacille. Et pour cause, la réaction mitigée du M23 à l'accord signé le 27 juin à Washington entre Kinshasa et Kigali. Texte censé garantir l'arrêt des hostilités. La rébellion se dit non concernée par ce modus vivendi qu'elle considère comme un simple pacte bilatéral entre le Rwanda et la RDC. Ce sont les affaires entre deux États, dans lesquels cet accord-là, il y a la coopération économique, il y a autre problème, ils ont parlé d'une manière bilatérale. Mais nous avons nos problèmes à nous qui sont différents des problèmes qui ont été traités là-bas. Parce que nous ne maîtrisons même pas ce qui a été traité dedans. Dans les territoires du nord et du sud Kivu, les affrontements se poursuivent avec les forces Wazalendo alliées au FRDC qui font face aux rebelles de la FC M23. Alors que les pourparlers ont débuté à Doha en avril entre le gouvernement congolais et les rebelles, des négociations qui semblent aujourd'hui au point mort. La FC M23 et en pourparlers de paix, nous allons signer un accord avec Kinshasa et on va aboutir à une paix. Si Kinshasa le veut, bien sûr. Nous croyons à Doha. Nous croyons à la paix. Et nous savons, toutes les fois, nous avons été demandeurs du dialogue. Nous n'avons jamais fait la guerre. On nous a imposé la guerre. Pourtant, la FC M23 pose des conditions pour la suite du dialogue, ouverture des banques à Goma et annulation des mandats d'arrêt visant ses membres, entre autres. À Goma, la lassitude gagne du terrain. Nous avions entendu dire que le gouvernement congolais poursuivait des discussions avec le M23 à Doha. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de nouvelles de leurs échanges. Ils ne nous ont jamais rassurés. On se demande s'ils partiront un jour. Ce que nous voulons, c'est la paix. Ils disent œuvrer en faveur de la paix. En réalité, ils entretiennent la guerre nuit et jour. Nous demandons qu'ils s'entendent afin de nous sortir de cette souffrance. Le M23 annonce un nouveau déplacement de ses délégués à Doha pour tenter de relancer les négociations. Les autorités congolaises misent sur ce pourparlers pour mettre fin à la rébellion. Mais les M23 accusent Kinshasa de saboter le processus. Goma, Malaika Élysée, Africa News. En Zambie, les autorités sanitaires viennent de déclarer la fin officielle de l'épidémie de choléra. Cette décision intervient après 5 semaines consécutives sans aucun nouveau cas confirmé sur le territoire national, un seuil supérieur aux 28 jours requis par les standards internationaux. Le ministre de la Santé, Elijah Mujima, a confirmé jeudi que le dernier cas avait été recensé à Kabwe le 13 mai. Au total, 496 cas ont été enregistrés, dont 9 décès lors de cette dernière vague épidémique. Les autorités ont salué la mobilisation des soignants, des équipes d'intervention rapide et des communautés locales. Le gouvernement zambien reste toujours en alerte, notamment face à la sécheresse qui continue de menacer l'accès à l'eau potable. En attendant, des stocks de médicaments sont prépositionnés et une surveillance renforcée reste en place. Un tribunal du Zimbabwe a rejeté la demande du parti d'opposition ZAPU qui voulait empêcher la tenue d'audiences publiques sur les massacres du Gukurahundi. Ces violences commises dans les années 1980 par une brigade d'élite fidèle à Robert Mugabe ont fait environ 20 000 morts dans le Matabeleland, bastion de l'opposant Joshua Nkomo. Le parti ZAPU, dirigé aujourd'hui par le fils de Joshua Nkomo, contestait un processus mené par des chefs traditionnels désignés par le pouvoir, estimant qu'il manquait d'impartialité. Le tribunal a estimé que la requête n'était pas urgente et aurait pu être déposée plus tôt. Les audiences lancées par le président Mnangagwa, alors ministre de la Sécurité au moment des faits, doivent aboutir à un rapport avec de possibles compensations financières. Le parti ZAPU réclame un vrai dialogue et une justice indépendante. Mugabe, décédé en 2019, n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les massacres. À Taznak, petite ville du sud-est du Maroc, les femmes perpétuent une tradition ancestrale, celle du tapis Wawuzwit.
Ce savoir-faire remonte aux tribus berbères où le tapis servait autant de revêtements que de messages culturels et émotionnels. Ce tapis ne s'achète pas et ne se vend pas. Il était traditionnellement offert en cadeau, en particulier lors des mariages. Les femmes l'utilisaient pour annoncer leur mariage. Elles exprimaient leur créativité en fabriquant le tapis et s'en servaient pour transmettre leurs émotions, qu'elles soient heureuses ou en colère, à travers les formes géométriques qu'elles choisissaient d'y incorporer. Fabriqué à la main à partir de laine naturelle, le tapis puise sa matière première dans les montagnes du Sirois. La laine est particulièrement longue et précieuse, mais encore difficile à obtenir en grande quantité. La meilleure laine provient des moutons du mont Sirois, car elle est longue. Elle constitue l'élément principal du tapis et en détermine la qualité. Cependant, elle n'est pas très répandue et nous espérons qu'elle deviendra plus accessible en quantité suffisante. Chaque tapis est lavé, filé, teint avec des plantes locales comme le henné, le safran ou l'indigo, puis tissé à la main sur des métiers en bois. Aujourd'hui, les coopératives offrent aux artisans une débouchée plus juste pour leur travail. Quand j'étais jeune, je suis tombée amoureuse du tissage de tapis et j'étais impatiente de l'apprendre. Heureusement, j'y suis parvenue. Je n'ai pas été confrontée aux mêmes difficultés que les générations précédentes, grâce aux coopératives qui nous ont aidés à mieux commercialiser les tapis. Lorsque nous tissions à la maison, nous devions vendre les tapis sur les marchés locaux à bas prix. Aujourd'hui, grâce à la coopérative, nous pouvons vendre directement aux particuliers, en particulier aux touristes, à des prix équitables. Le Centre des femmes pour la promotion du tapis de Taznak regroupe 35 coopératives et plus de 3500 femmes. Ensemble, elles tissent jusqu'à 300 tapis par mois. Le commissaire européen chargé des migrations, Magnus Brunner, a affirmé que l'Europe adopterait une attitude ferme envers les autorités libyennes en raison de la hausse de l'immigration clandestine dans la région méditerranéenne. Magnus Brunner se rendra la semaine prochaine dans le pays avec des représentants de la Grèce, de l'Italie et de Malte. But du déplacement, faire pression sur les autorités libyennes afin qu'elles empêchent les bateaux transportant de migrants de partir vers l'Europe. La délégation rencontrera les membres du gouvernement reconnu par l'Organisation des Nations Unies ainsi que l'autorité de l'Est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Les administrations rivales de l'Est et de l'Ouest s'affrontent souvent, les deux camps étant soutenus par des groupes armés et de gouvernements étrangers. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un point de départ important pour les traversées de la Méditerranée vers l'Europe. Selon l'ONU, des dizaines de milliers de personnes font chaque année la périlleuse traversée. Des candidats en quête de paix et de sécurité fuyant des zones de combat. En 2023, des centaines de personnes ont trouvé la mort dans le naufrage du chalutier Adriana qui transportait des migrants de Libye vers l'Italie au large des eaux grecques. So a lot to do, and I'm very happy that we're such good partners. La marine brésilienne a lancé jeudi une opération spéciale de sécurité le long de la côte de Rio de Janeiro. La ville accueillera le 17e sommet des BRICS, auquel participera pour la première fois le Nigeria. Les patrouilles navales et les activités de contrôle maritime seront renforcées dans les zones clés. Nous aurons des navires sur l'eau 24 heures sur 24. Il s'agit de navires et de petites embarcations qui contrôlent l'ensemble de l'espace maritime. À certains endroits, notamment à Marina da Glória, l'espace sera fermé à partir du 4. Ici, dans la zone du musée de demain, le 5 et le 7 également. Nous contrôlerons et interdirons même aux bateaux d'entrer dans la zone à certaines heures. Le sommet se tiendra les 6 et 7 juillet en l'absence de 2 des présidents des pays fondateurs des BRICS. Vladimir Poutine sous le coup d'un mandat d'arrêt international et Xi Jinping qui a annulé pour la première fois sa participation.
62 ans après son assassinat, Medgar Evers reste une icône des droits civiques. À Washington, des responsables politiques lui ont rendu hommage pour le centenaire de sa naissance. Il y a 62 ans, un homme remarquable nous a été arraché. Medgar s'est battu pour notre liberté jusqu'à son dernier souffle, que ce soit dans la lutte contre la ségrégation au Mississippi ou pour garantir notre droit de vote. Stacey Abrams a salué sa mémoire et dénoncé les violences politiques qui frappent encore ceux qui défendent les droits du peuple. J'apprécie le caractère unique de son héritage, cette force tranquille qu'il possédait, cette volonté de défendre une nation qui refusait de le défendre. Ce que je veux que nous retenions, c'est que, qu'il s'agisse de Medgar Evers ou de Melissa Hortman, personne ne devrait mourir pour avoir défendu le peuple. Sa fille, Rina Evers Everett, n'avait que 8 ans au moment du drame. Pour elle, les violences d'aujourd'hui rappellent douloureusement celles du passé.